Salam alaikum, Zul, bonsoir. La déclaration d'hier de leur ministre, qui traite les hirakistes d'infiltrés de la France, de mercenaires, de traîtres, de pervers et d'homosexuels, est significative de l'impasse où s'est fourvoyé ce régime. D'abord, je dis leur ministre, et non pas le ministre, parce qu'il s'agit en l'occurrence d'un de leurs commis, à qui ils ont donné ce titre dans leur république, celle que réclament à corps et à cri nos révolutionnaires n'est pas encore née. Oui, cette hallucinante déclaration, qui qualifie rien de moins les hirakistes d'infiltrés de la France, de pseudo-algériens, de mercenaires, de traîtres, de pervers et d'homosexuels, montre à l'évidence, et comme nous l'avons tellement répété, que ce régime a perdu son calme, qu'il a perdu pied, qu'il panique et qu'il tombe, ou plutôt qu'il retombe, tout naturellement, j'allais dire, dans sa nature première, celle des soudards, des grossiers personnages qui n'ont rien à voir avec la politique, qui n'ont rien à voir avec la prudence, dans son sens le plus politique, dans la réserve que requièrent ses fonctions. D'abord, et avant de poursuivre, un bémol. Quand je parle de république et non de république, je ne cherche en aucun cas à attenter à la dignité de ceux qui, dans les administrations, ces fonctionnaires dignes et droits, ces maires qui n'ont pas été élus par la fraude, ces agents vraiment honorables de l'État, sans lesquels notre pays aurait été transformé en jungle. C'est grâce à eux, ces soldats de l'ombre, que ce malheureux pays qui est le nôtre parvient encore à fonctionner un tant soit peu. Et c'est à eux que nous ferons appel demain, comme nous l'avons fait en 1962, pour prendre les rênes de l'administration, de la justice et de toutes les charges utiles de la nation, pour reconstruire ce que ce régime de voyous aura saccagé. Mais c'est de tous les autres qui squattent les fausses institutions, qui se vautrent sous les ors de la République, que je parle. Ceux-là qui nous ont volé notre souveraineté sur notre pays, ceux-là qui ont dévoyé toutes les nobles fonctions de la République, ceux-là qui ont institué en règle de gouvernance la corruption, le mensonge, le recours à une presse servile, à une justice aux ordres, à des institutions issues de la fraude électorale, à la division des Algériens les uns contre les autres, qui ont dévasté notre pays, semé l'anarchie dans l'urbanisme de nos villes, qui ont assassiné notre agriculture, notre tourisme, notre industrie, nos secteurs de l'éducation, de la santé publique, des transports, qui ont bouleversé tous nos grands équilibres, qui ont ruiné notre économie, qui ont ruiné notre pays, qui l'ont dépouillé, ceux-là qui ont vendu le pays et ses ressources à leurs protecteurs internationaux, qui ont collaboré activement et contre leur propre pays avec des services secrets étrangers, qui ont sollicité un feu vert de cette même France qui nous jette aujourd'hui à la figure pour interrompre un processus électoral qui avait donné la victoire à un courant qui ne voulait pas laisser passer. D'abord, une remarque pour situer les responsabilités dans cette ignoble déclaration de leur ministre. Celui-ci n'aurait jamais osé lancer de telles insanités sans que son vrai chef ne le lui ait ordonné. Pour ce qui est des qualificatifs dont il a usé pour insulter les hommes et les femmes libres de la Révolution du 22 février, l'Algérie tout entière sait qui est qui. Et l'Algérie tout entière connaît suffisamment la nature des barons du régime, malgré tout ce qui a été entrepris pour étouffer leurs turpitudes et leurs scandales, pour savoir que si ces qualificatifs
conviennent à quelqu'un, quelque part, c'est bien aux barons du régime qu'ils vont comme un gant, infiltrés par une force étrangère, traîtres, mercenaires, pervers, et je m'abstiens de citer le reste, pour ne choquer personne. En tous les cas, et pour finir, je crois que très sincèrement, nous devrions féliciter ce ministre. Il aura tout seul et comme un grand montré la vraie nature de ce régime grossier, vulgaire, pris dans la nasse de ses propres tares et qui n'a pu répondre au merveilleux, au fabuleux pacifisme des Algériens que par sa seule et naturelle propension à l'abjection et à la bassesse. Algérie, J-8. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir ici sur le plateau Idir Onoren, analyste politique. Idir, merci d'être avec nous. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci. En face de vous, Hussein Jidel, anthropologue et néanmoins activiste politique. Hussein Jidel, merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Heureux d'être parmi vous. Merci. Alors, avec nous, mon confrère Chaban Qassi, journaliste. Chaban, merci d'être avec nous. Bonsoir Jamaldine et bonsoir aux téléspectateurs et bien évidemment à nos invités sur le plateau. Vous avez vu le punch? C'est pas de la blague, hein? Il a la jeunesse pour lui. Ah oui. N'est-ce pas, monsieur? C'est le cas de le dire. La jeunesse, elle est dans la rue. N'est-ce pas, monsieur Idir Onoren? Alors, au téléphone, nous allons avoir notre ami et avocat Aïssa Rahmoun, vice-président de la Ligue algérienne de défense pour les droits de l'homme. Aïssa Rahmoun, merci d'être avec nous. Aux invités, aux auditeurs. Merci beaucoup. Alors, Chaban Qassi, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Alors, au programme ce soir, on va parler de cette situation. Et dire, on en parlait ce matin quand on a échangé un peu sur ce plateau, sur cette situation fantasmagorique. J'aime beaucoup le terme que vous avez employé sur cette situation en Algérie. Bien évidemment, on a un pouvoir actuel qui, autant on a une famille dans les rues, qui nous donne du bonheur et qui nous donne du une famille, hein, une famille dans les rues. C'est très bien dit, ça. C'est exactement ça maintenant depuis février, qui nous donne du bonheur, de l'espoir, de l'amour et de la joie. Et autant on a tout de même un pouvoir qui est présent, mine de rien. Mais je pense que les réalisateurs, les scénaristes et les documentaristes qui vont réaliser des sujets sur l'Algérie dans les années, dans des décennies à venir, ils vont s'éclater. Donc ce soir, on va revenir bien évidemment sur ce qui a fait la une des réseaux sociaux, la une des médias, même internationaux. Votre émission aussi hier soir, on va revenir sur le discours
discours de Salah Eddin Dahmoun, qui est le ministre de l'Intérieur, avec ses propos injurieux. On parlera aussi de ce grand procès du siècle. Quand on voit que certains procès du siècle, comme le procès Papon, donc on pouvait parler d'un procès du siècle, vous verrez que c'est pas réellement... C'est eux qui le disent. Hein, c'est eux qui le disent, mais on va en reparler ce soir. Vous verrez que ce n'est pas spécialement un procès du siècle. On va parler aussi des mises en garde et des menaces d'Ahmed Gaïd Salah, qui lui donc a dit clairement, lors de son allocution ce matin, donc a dit clairement à ses équipes de sécuriser les élections. Mais il y a aussi C'est-à-dire que c'est l'armée qui va sécuriser les élections. Exactement, malheureusement. Alors on y reviendra dans le détail tout à l'heure, mais en général, c'est plutôt l'intérieur, comme en France. C'est le ministère de l'Intérieur qui s'en occupe, notamment la police. Un petit clin d'œil aux étudiants. Et puis, malgré que le gouvernement parle de rigueur et d'austérité, apparemment, on pourrait donc avoir un SMIC qui est de 18 000 dinars aujourd'hui et qui pourrait passer à 25 000 dinars. Curieusement, juste avant les élections. Curieusement, juste avant les élections, surtout on pourrait changer dans le détail, mais il faut savoir qu'on a un gouvernement algérien qui maintenant, depuis plusieurs mois, parle de problèmes budgétaires, de déficit budgétaire, d'austérité et de rigueur. Mais là, voilà, coup de magie, on pourrait donc avoir un SMIC qui pourrait augmenter. Alors, pour commencer, Djamaldine, on va bien évidemment revenir sur ce discours. On en a vu, on en a entendu, on en a lu maintenant en Algérie depuis plusieurs années. Mais là, c'est du jamais vu. La presse française, comme par hasard, en nombre, aujourd'hui, a bien évidemment réagi. Je pense à France Info, Le Parisien, l'AFP, Le Figaro, entre autres, pour ne citer que. Le titre, alors les titres se ressemblent, c'est quasiment ça pour toute la presse française. Algérie, 2 points. Les opposants à la présidentielle sont des traîtres, des mercenaires et des homosexuels, fin de citation, selon donc le ministre de l'Intérieur. Alors c'était donc hier, rapidement, c'était devant le Conseil de la Nation, la haute chambre du Parlement. Je vous propose d'écouter un extrait, vous l'avez aussi diffusé hier soir, mais pour que nos téléspectateurs donc, se remettent un peu dans le bain, malheureusement, on écoute ses propos. حقيقة الاستعمار الغاشم بان الاستعمار استعمل أولاده في الحرب ولكن للأسف اليوم هذا الاستعمار أو ما بقي من الاستعمار الآن هو فكر استعماري لأن لحد الآن بقي هذا الفكر الاستعماري لدى البعض وهذا الفكر الاستعماري يستعمل فيه بعض من أولادنا الجزائريين أو أشباه جزائريين من خونة ومرتزقة وشواذ ومثليين نعرفهم واحد بعد واحد فهم وقفوا صفا واحدا مع هذا الناس فهم ليسوا منا ونحن نحن لسنا منهم كما قال الشيخ عبد الحميد بن باديس لو قالت لي فرنسا الاستعمارية قل لا إله إلا الله لما قلتها كما قال الشيخ بوعمامة لو سمعتم رنين الرصاص في قبري فاعلموا بأنني ما زلت في حرب مع الاستعمار الفرنسي. Voilà, malheureusement, vous ne rêvez pas, c'est bien le ministre de l'Intérieur donc, de ce grand pays, le plus grand d'Afrique du Nord, l'Algérie, 5 fois... Le plus grand d'Afrique. Le plus grand d'Afrique, pardon, bien sûr, l'Afrique subsaharienne avec, pardon, autant pour moi. Et c'est réel, c'était donc hier matin, alors traduction dans les grandes lignes, je cite, aujourd'hui, il subsiste une pensée colonialiste qui utilise une partie des Algériens, ou plutôt des pseudo-Algériens, des traîtres, des mercenaires, des homosexuels. Et des pervers. Et des pervers. Nous les connaissons. Ces derniers se sont rangés derrière ces gens-là. Ils ne sont pas avec nous et nous ne sommes pas avec eux. Ce sont de faux Algériens, des traîtres, des mercenaires, des pervers. Nous les connaissons un à un. Ils ont pris parti avec ces gens et ils ne sont pas des nôtres. Mea culpa ou des excuses. Donc, il a précisé ce matin, notamment au niveau des réseaux sociaux, que ces accusations, enfin en tout cas ces injures, pardon, autant pour moi, n'étaient pas destinées spécialement aux personnes qui sont dans la rue. Alors quelques réactions, bien évidemment. Ça a fait la polémique au sein de la presse en ligne, des personnalités politiques. Je pense à Abdelaziz Rahabi, ancien ministre, qui s'est dit scandalisé. Dérapage inqualifiable de Dahmoun. Je suis scandalisé par ce dérapage donc, du ministre de l'Intérieur qui verse dans l'insulte et la vulgarité, provoque la population et alimente par sa bêtise la radicalisation des positions au moment où le pays a le plus besoin d'un discours
d'apaisement, de raison et d'union. Mohsin Belabbas, président du RCD, quand un ministre descend aussi bas dans un discours prononcé au nom de l'État, hélas, et oui, y a-t-il un crime trop important pour qu'un responsable de ce niveau qualifie son peuple par des propos injurieux et obscènes et conteste la dignité et le caractère sacré des hommes libres? Pour terminer, le sociologue Nasser Djabi lui dit dangereux, cette violence verbale est inacceptable, quelles que soient les justifications. Alors des questions, bien sûr, que tout le monde se pose. On a vu, en le lisant, on a l'impression de retrouver un peu le patron de tout ça, c'est Ahmed Gaïd Salah. On a l'impression, quand ces ministres sont là, un peu. Alors, vous avez un invité qui parlait de marionnettes il y a 2 jours. C'est vrai qu'on a l'impression que c'est Ahmed Gaïd Salah qui guide tout ça, et c'est peut-être certainement lui qui a écrit ce discours. Hossein Djidel, vous ne pensez pas que ce que dit Chaban est vraiment sensé, que sans l'accord ou peut-être l'injonction de Gaïd Salah, jamais il n'aurait pu se permettre de tels écarts de langage? Moi, je peux dire, avant de répondre directement à votre question, moi, je peux dire que cette obscénité, et c'est la version annotée, enrichie, du béditisme, novembarisme de Gaïd Salah, présenté par son ministre de l'Intérieur. Absolument. Sauf qu'il a un peu fait d'excès de zèle. Il a été plus loin encore que Gaïd Salah. Annoté, comme un livre, annoté, on a enrichi, Ouais. mais dans l'obscénité, dans les injures présentées par le ministre de l'Intérieur, parce qu'il n'y a que le Gaïd Salah, depuis 9 mois, qui parle. Donc, Gaïd Salah, il a maintenant dévolu à son ministre le droit de parler. Il lui a donné la deuxième version de novembarisme, béditisme, bédicien novembaria. Dans sa version nouvelle, ce n'est plus, vous n'êtes plus le Shirdima, vous n'êtes plus le Khawana, mais vous êtes plus que ça. Vous êtes plus que ça. Et je rejoins l'idée qu'il y a un peu le Gaïd Salah dans quelques tonalités, etc. Moi, je connais personnellement le ministre de l'Intérieur. Il est de Borj Bouarerij. On était dans le même lycée. Et moi, il a eu son bac en 83. Le mien, c'était en 84. Il était d'ailleurs un bac littéraire. Mais je vous interromps juste. On a l'habitude de ces commis de l'État, comme ils disent eux, qui nous interpellent, qui nous insultent, Sellal ou Yahya Joua Kelbeki Tabak, Amara Ben Younes, Nalboui Mehebna, on a l'habitude. Oui, mais là, ils sont allés trop loin. C'est du Saïd. Et surtout, en période préélectorale, soi-disant, où ils doivent faire la preuve de responsabilité, essayer de manipuler quelques personnes qui leur restent pour faire le décor de leur mascarade. Il est très regrettable. Je trouve que le discours il est très déstructuré, mal préparé, avec un arabe plein de fautes. L'idée n'est pas claire, approximative, alors qu'il a un bac littéraire de 83. Il a fait l'école normale supérieure. Je veux dire seulement que ce discours n'a pas été préparé, à mon avis. Le gars, il est au bout de nerfs. Le régime est au bout de nerfs. Ils savent pertinemment qu'il n'y aura pas des élections le 12 décembre. Ils n'ont pas d'autre solution avec 10 millions dans la rue. Et c'est lui, le ministre de l'Intérieur, ça veut dire le ministre chargé des élections. Comment il doit faire devant des millions et avec l'échec total de samedi passé où ils n'ont pas pu regrouper 1000 personnes à Alger pour soutenir les élections et dénoncer soi-disant l'ingérence étrangère dans les affaires algériennes. C'est-à-dire c'est un régime qui n'a pas de base électorale du tout. Le ministre, il est sous toutes les pressions. Ce n'est pas pour justifier. Mais cette descente dans l'immoralité, ça reflète bien le jugement, le regard que portent soi-disant ces responsables algériens, ce peuple algérien. Ça, c'est avant le vote. Et après le vote, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont y aller trop loin. Et dire quoi dire après l'exposé de Hussein? C'est-à-dire que c'est des propos d'abord irresponsables. On note, et je suis d'accord, mais j'ai un point de nuance avec Hussein, en disant pour moi le marionnettiste, c'est M. Gaïd Salah. M. Gaïd Salah a été en amont. Il a été tout aussi violent. Il parlait au nom d'institutions militaires qu'il est censé incarner en tant que chef d'état-major. Il a dressé les Algériens contre d'autres Algériens. Et là, nous sommes dans la caricature et la qualification des gens qui ne sont pas d'accord avec l'état-major pour la convocation de ces élections. Moi, je pense qu'il y a une indignité pas possible
comme j'ai dit, fait suite à des propos injurieux de M. Gaët Salah. Pour moi, c'est la version, comme l'a dit Hussein, c'est la version grossière, comme vous l'avez dit dans votre édito, et même vulgaire, ce que je souscris tout à fait. Sorti de là, est-ce qu'il faut mettre ça sur le compte de l'impréparation, comme a dit Hussein? Ça peut être le cas. Mais J'ai envie de vous dire que c'est un peu trop facile. Non. Parce que là, l'Algérie, elle marche sur la tête. On parle... Là, il y a des propos qui sont vraiment injurieux. Alors, est-ce que c'est un dérapage quand on est ministre de l'Intérieur Non, et justement. on a une allocation? Je ne pense pas que c'est J'y arrivais. Ce sont des mots précis qui s'enchaînent, ce sont des injures, ce sont... Là, vraiment, on en... J'y arrivais. Ils ne peuvent pas dire en public, ils le disent. Là, ils l'ont dit en public. Tout à fait. C'est ça qui pense. La question du dérapage se pose, C'est des propos pires que des propos du café du commerce. On ne peut pas, quand on a un Marocain aussi important, un Marocain régalien, qui est le ministre de l'Intérieur, qu'il s'agit d'appliquer les lois, dont les fonctions, c'est de respecter l'ordre public dans un esprit, dans un pays qui se respecte. C'est lui qui agrée les partis politiques. Et d'assurer la quiétude publique. Tout à fait. Et d'assurer la sécurité des élections, parce qu'il aurait peut-être mieux fait de parler de sécuriser les élections avec la police nationale que de laisser son... C'est-à-dire, on l'a dit souvent sur les plateaux, c'est un pouvoir qui relève de la mafiocratie, ça c'est un. C'est la fin. De la plutocratie, ça c'est vu. Et maintenant de la voyoucratie. Ouais, sortis de là, on ne peut pas aller plus loin. Mais est-ce que ça montre pour autant qu'ils sont en panique? Moi je dis non. Ils ne sont pas en panique, parce que je pense que, on m'adresse à ceux qui nous regardent, et à Hussein particulièrement, pour moi, ils ont su gérer ce Hirak. Ils vont aller aux élections, il y va de leur crédibilité à l'interne et à l'externe. Il y aura des échauffourées, il y aura des violences dans des territoires où la nature des combats est différente. La nature même des combats... Il y a des régions où ils vont refuser de laisser le vote se dérouler. Tout à fait. Ça va faire l'objet de violences et de contre-violences. On l'espère pas. Mais ils vont le gérer. C'est pour ça que je dis, et peut-être qu'on l'abordera peut-être en fin d'émission, c'est que pour moi, et je le redis aujourd'hui, le 12 n'est pas une fatalité. Le véritable combat politique commencera le 13. Vous savez pourquoi, M. Benchenouf? Alors, je vais me permettre de vous interrompre, Oui. parce que nous allons passer un live. C'est pour ça que je vous interromps. Parfait. Alors, cette déclaration a soulevé Vous revenez vers moi, l'indignation. Oui. Et après, nous irons vers Aïssa Rahmoun. Et donc, maintenant, en ce moment, partout, les Algériens sont en train de sortir. Regardez ce qui se passe à Bel Abbas et d'autres images aussi. Nous allons essayer de regarder d'autres images dans d'autres villes, aujourd'hui. Ah, ça va être près dans... d'abord, vous finissez, Non, et puis Hussein veut vous reprendre, et après, nous irons vers Aïssa. Il n'y a pas de souci, moi je peux faire l'impasse. Vas-y, Hussein, vas-y. Moi, honnêtement, je ne suis pas d'accord avec notre frère Idir. Quand il dit qu'ils maîtrisent le Harak, ils maîtrisent la sécurité, non, pas du tout. La preuve, ce n'est pas que lui. C'est un régime qui perturbe. Comment il va faire avec 10 millions? Le discours de Gaët Salah vient de confirmer, parce qu'aujourd'hui, il est clair dans ses menaces. Tout à fait. Et ça, c'est il a dit qu'il allait recourir à l'armée pour sécuriser les élections. Et ce qu'il ne peut pas le faire, il le dit seulement, il ne peut pas le faire. Il ne peut pas le faire. Pourquoi? Parce qu'ils sont devant un dilemme. C'est 10 millions dans la rue, ils n'ont aucune base électorale, il y a un peuple pacifique. On a ici à Bni Douala, à d'autres régions d'Algérie, de les provoquer. Ils ne sont pas tombés dans le piège. Ils sont en panique. Qu'est-ce qu'ils vont faire le 12? Comment ils vont faire avec un peuple dans la rue qui va occuper des rues, qui va empêcher par tous les moyens pacifiques cette mascarade? Et là, je comprends que ce ministre, tout tombe sur ce ministre qui a dit ce qu'ils disent en privé. En privé, il le dit. Ce n'est pas une raison à son âge et à son niveau pour qu'il le dise. Mais c'est la médiocrité qui gouverne l'Algérie. Ce ne sont pas des gens qui méritent de ce poste et qui méritent ce peuple. Ce sont des gens qui sont là
par défaut et suite au coup d'État et au régime militaire depuis 57 ans. Alors, Constantine d'abord, puis nous irons continuer cette discussion. C'est en live, hein, ce sont des images qui se déroulent maintenant, hein, en ce moment. Tous les jours maintenant, depuis. Oui. On est mercredi. Et ça continue Alors, demain. oui, C'est juste pour apporter simplement un peu de clarification. Quand j'ai dit que le système a à sa tête, le général Gaïd Salah, a géré l'Irak, c'est pas qu'il l'a géré, il a essayé de le contenir dans des limites. Et là, maintenant, il ne peut plus. Pourquoi? Parce que je n'ai pas eu le temps de terminer. C'est que le 12, le 13, c'est que tous les citoyens algériens, les groupes politiques, les associations, les leaders ou ceux qui vont être sécrétés par le mouvement du Hirak seront légitimes à disqualifier l'élection présidentielle et employer de manière graduelle les éléments qui feront que ce gouvernement et ce régime tombera. Aïssa Rahmoun, votre avis donc sur cette déclaration et sur la réponse qui est en train de se faire dès aujourd'hui, un peu partout dans le pays, de citoyens qui sortent pour dénoncer. Votre avis, Aïssa Rahmoun? Tout d'abord, il faut se rappeler d'autres déclarations qui marquent le Jamal d'anciens ministres et même de l'ancien ministre de l'Intérieur, Zerhouni, en 2001, qui avait qualifié Garmah Massini Saad Beni Douala de voyou. Mais dans la conjoncture actuelle, l'injure ou l'insulte à l'égard de la population du peuple algérien, celui qui a ouvert ce bal, c'est le chef de l'état-major. Et quand on voit que ces déclarations sont très vite, elles se répercutent rapidement sur le terrain, sur les institutions de l'État, comme la justice, comme le pouvoir exécutif. Donc on ne peut pas dire que ce ministre va déroger à la règle de l'insulte que le chef de l'état-major avait entamé en premier lieu. Ça d'une part. D'une autre part, je dirais que dans le contexte actuel, on est à 8 jours pratiquement de l'élection du 12. Quand on n'a pas la force de l'argument, on a l'argument de la force. Et comme le régime en place, à travers ses ministres, à travers ses institutions, n'arrive pas à convaincre le peuple algérien d'aller voter, n'arrive pas à convaincre la classe politique, la société civile, de la nécessité de ce processus qui est dans le calendrier du régime en place, ils sont dans une panique parce que là, ils ont des engagements, ils tiennent à rassurer l'opinion internationale, les États, comme la Russie, la France, la Chine et les États-Unis d'Amérique, de la faisabilité, du crédit de leur élection. Et d'une part, au niveau interne, il y a des millions de citoyens algériens qui sont dans la rue, qui ne veulent pas de cette élection, qui veulent une autre manière de gérer la situation, une transformation politique, qu'elle soit l'émanation de la volonté populaire. C'est dans ce contexte que je dirais qu'ils sont dans la panique. C'est scandaleux comme déclaration. Mais Aïssa Rahmoun, vous le juriste, dans n'importe quel pays moyennement honorable, ce ministre aurait été poussé à la démission, ou alors encore pire, il aurait été attaqué en justice par des organismes comme le vôtre, Ligue de défense des droits de l'homme. Or, nous savons que la justice est la leur. C'est eux qui l'instrumentent. Est-ce qu'il y a une autre possibilité pour le peuple algérien de demander justice, de demander réparation? Là, la justice, elle fonctionne à double vitesse. Souvenez-vous qu'il y avait des confrères qui ont déposé une plainte contre la députée Naïma Salhi. Elle proliférait des propos injurieux, des insultes à l'égard d'une région de l'Algérie. La plainte déposée à l'encontre de cette députée, jusqu'à nos jours, n'a pas vu la procédure engagée. Pire encore, les confrères se sont déplacés à Boumerdès
où ils ont déposé, à Bermouadres, le tribunal d'Amandres, où ils ont déposé leur plainte. Ils étaient informés que le dossier a été renvoyé au tribunal de Bab el-Oued, territorialement compétent, et à Bab el-Oued, la lettre n'atterrit pas, c'est la lettre du patient anglais. Donc vous voyez que la double vitesse de notre justice, déposer une plainte à l'égard de ce ministre, c'est déjà reconnaître sa légitimité. Je dirais que le dépôt de plainte d'une organisation, d'un syndicat, d'une Ligue des droits de l'homme ne va pas faire avancer les choses. Probablement un dépôt de plainte symbolique, mais sachant que notre justice fonctionne, n'est pas indépendante, que le pouvoir judiciaire n'est pas indépendant, je ne vois pas sincèrement l'intérêt de déposer plainte et légitimer ce ministre et prêter attention à ses déclarations. Je dirais que les articles 297, 299 du Code pénal s'appliquent sur le ministre. Et l'article 97 du Code pénal aussi s'applique sur ce ministre. Parce que quand on voit le chef de l'état-major déclarer que l'institution militaire accompagne le peuple algérien du 22 février à nos jours dans sa volonté de changement, et que ce ministre insulte le peuple algérien, automatiquement il porte atteinte au moral des troupes de l'armée. Et il n'a même pas été rappelé à l'ordre. Et je rappelle que Rachid Nekaz, très connu en Algérie, activiste très connu, chef de parti, a été arrêté aujourd'hui dès son arrivée à l'aéroport de Dar el-Baïda. Pourquoi? On lui a reproché ce qu'il a dit il y a une quinzaine de jours, quand il a appelé à la violence contre les députés qui avaient voté la loi sur les hydrocarbures. Mais en fait, à ce moment-là, il était dans son village, il n'a pas été inquiété du tout. Mais là, il a été arrêté. Pourquoi, à votre avis, Dir? Première nouvelle. Eh bien, parce qu'il a déclaré qu'il allait porter plainte contre Gaït Saleh et qu'il était attendu aujourd'hui par le procureur de la République. D'accord. Chaban. Alors la suite, on a bien compris qu'en Algérie, de toute manière, c'était un peu particulier, que notamment le pouvoir avait droit accès à tous les mots et dire un peu tout ce qu'on voulait, n'importe quand. Donc transition toute faite, on va parler de ce grand procès, le procès du siècle attendu. Donc rapidement pour les téléspectateurs, ça devait avoir lieu lundi à Alger, donc en plein centre d'Alger. Donc était attendu un grand procès, beaucoup de monde, les journalistes n'ont pas pu avoir accès. Très rapidement, donc la défense annonce, notamment un des avocats, Maître Abdelmajid Selini, annonce qu'il refuse et qu'il demande un report, le boycott de ces élections, qui dénonce les irrégularités dans la procédure et surtout un procès politique. Je le cite, quand la politique entre, la justice sort. Dans cette conjoncture de règlement de comptes et de vengeance, un procès équitable n'est pas possible. Donc, report aujourd'hui, au même endroit. Le bazar de lundi dernier, devant la salle d'audience, semble avoir été retenu. C'est simple. Seuls les avocats sont autorisés à accéder dans l'enceinte du tribunal. Les citoyens venus nombreux sont restés malheureusement dehors, avec des forces de l'ordre imposants présents pour garder l'accès infranchissable. Même pour les journalistes venus en nombre, impossible d'avoir accès, alors que c'était annoncé comme un procès public, comme tous les procès. Je cite un agent de la police qui a répété sans cesse « Nous avons reçu des ordres, vous devez attendre ». Sur le banc des... Allez-y, Jamel. Allez-y, sur le banc des accusés, rapidement pour nos téléspectateurs, bien évidemment, il y a Ahmed Yahya, 4 fois chef du gouvernement. Abdelmalek Sellal, si vous m'arrêtez, si je me trompe, Jamel, vous m'arrêtez, qui dirigea le gouvernement entre 2014 et 2017. On a 3 anciens ministres de l'industrie, Youssef Yousfi, Mahjoub Beda et Abdel Salam Bouchareb, qui est lui, normalement a priori en fuite à l'étranger. L'ex-ministre des Travaux publics, Abdelghani Azalan. On a Mohamed Berri, PDG du groupe Ival. Ahmed Mazouz, président du groupe éponyme qui s'assemble et qui distribue en Algérie des véhicules de marque chinoise. Et on a Ali Haddad, ancien dirigeant notamment de l'organisation patronale algérienne. Donc, peut-être pour faire réagir nos invités, je vois que vous voulez prendre la parole, Jamel. Oui, allez-y. Alors, Abdelmalek Sellal a bien évidemment été interrogé sur plusieurs points. Alors, sur l'implication de son fils Fares Sellal dans le dossier du groupe... Nous allons laisser ces détails pour tout à l'heure pour pouvoir... je rappelle que ce procès a été organisé exprès très vite, juste avant les élections. C'est ça. C'est ce que dénoncent les avocats, de toute manière. Absolument, pour faire voter. Et que les Algériens le prennent à la dérision. Dans les réseaux sociaux, on se marre
de ce procès. Il y a un Et élément important, c'est Oui. surtout qu'en Algérie, vu qu'il n'y a pas cette haute cour, on ne peut pas donc, a priori, juger. Enfin, Oui, normalement, ils ne sont pas justiciables par rapport à leur propre constitution et à leur Exactement. propre loi. Exactement. Mais sinon, je rappelle que ces personnes dont vous nous avez parlé sont tous, à part les inculpés, les premiers ministres, les ministres, sont convoqués en tant que témoins et non pas en tant qu'inculpés. Alors, nous allons encore regarder quelques images de Bouira, je crois, et après, nous allons voir. Et dire sur ce procès. Pardon, je vais donner d'abord la parole à Aïssa Rahmoun, qui est le spécialiste en la matière, comme ça nous pourrons en parler après avoir écouté le spécialiste. Alors, Aïssa Rahmoun, sur ce procès. Je dirais que c'est à peu près le même type de procédé de gestion médiatique et judiciaire à la fois que le procès intenté à l'ex-patron des services secrets. Le général Toufik partage Bouteflika au tribunal militaire. Sauf que cette fois, le procès se dit être public et médiatisé par deux chaînes privées qui sont très connues pour leur allégeance au régime en place. Et du point de vue droit, le tribunal de Sidi Mohamed ne peut pas statuer sur cette affaire. Pour une fois, au moins, je partage un avis avec maître l'avocat de la défense, maître Sidi Abdelmajid, qui est bâtonnier d'Alger, que le tribunal de Sidi Mohamed ne peut pas siéger sur l'affaire l'une des affaires intentées à ses ex-ministres et premiers ministres, parce que là, ils sont témoins dans cette affaire, mais il y a d'autres affaires où ils sont inculpés. Même s'ils ne sont à ce procès qu'en qualité de témoins. Je pense qu'il y a plusieurs, les informations que j'ai à mon niveau, qu'il y a plusieurs affaires intentées à ces ministres et que dans cette affaire, qui est la première du genre, ils sont témoins par rapport à d'autres inculpés. Donc ils peuvent les ramener de la maison d'arrêt de l'Harash pour qu'ils témoignent sur le dossier, mais leurs affaires est toujours en cours, en instruction. Ce qui est frappant dans la gestion de ce dossier, c'est le fait de le présenter comme étant l'affaire du siècle. Ce n'est ni l'affaire du siècle, ni une affaire de la justice, d'une justice équitable, ni une affaire qui arrange les intérêts du peuple algérien, du moins sur les questions de vérité, de restitution des biens et d'énormes sommes d'argent dilapidé. Ça reste un diapo, ça reste un procès qui a une portée politique avant l'élection présidentielle. C'est une pièce de théâtre montée de toutes pièces pour, en fin de compte, dire que le régime en place qui veut aller vers cette élection est en train... Ils sont en train de restituer au peuple ce qui lui appartient, chose qui est complètement fausse. Alors, l'affaire est trop sérieuse normalement pour raconter des blagues, mais les réseaux sociaux sont en train de faire les gorges chaudes sur ce procès. Ils sont en train de se marrer, les gens. Hein. Alors, des blagues, mais qui courent. Alors, je vais vous en raconter une. C'est monsieur le juge qui parle à Sellel. Il lui dit comment vous appelez, quel âge avez-vous, et puis est-ce que vous êtes marié? Il lui dit oui, monsieur le juge, je suis marié. Avec qui vous êtes marié? Ça veut dire pour donner le nom de la femme de son épouse. Il lui a dit je suis marié avec une femme. Il lui a dit quoi? Vous foutez de ma gueule? Mais vous connaissez des gens qui ne sont pas mariés à des femmes, vous? Il lui dit oui, je connais, ma sœur est mariée à un homme. C'est une blague qui circule sur Facebook pour vous dire. Hein. Ce que je voulais dire par rapport à ce procès, quand il y a eu ces arrestations massives et qu'on nous a mis des têtes de gondole, et on était nombreux ici à dire que cette justice spectacle n'est pas faite pour assainir le climat. Nous devons tous, je pense que Hussein sera un peu d'accord, et même s'il marque sa différence, tant mieux, c'est qu'on a besoin d'une justice traditionnelle. Nous on n'est pas là pour parler des problèmes de forme
du procès. Est-ce que la procédure a été respectée ou pas? Est-ce qu'il y a nullité ou pas? Ça, les experts en droit, ce qui nous intéresse à nous, c'est d'extraire ces motifs politiques. Ces motifs politiques d'aujourd'hui. Les conditions qui président et l'environnement qui préside à ce procès ne sont pas saines. C'est de la communication politique afin que le régime puisse escompter des choses. Ils sont même capables de prononcer le verdict avant le 12. Juste Ils pour sont faire capables voter les de gens, tout. quoi. Ce que je veux dire par là, c'est que cette justice... C'est pour ça peut-être que sur les réseaux sociaux, nous, on a un peuple qui est génial, je veux dire. On a un peuple génial. Il prend la rigolade. Il a de l'humour décalé. Et puis, il comprend les enjeux, je veux dire. Moi, ce procès, pour moi, c'est un procès qui n'a pas disons, je dis pas de valeur, parce que je respecte ceux qui travaillent dans la justice. Mais ce n'est pas un procès qui peut faire basculer une élection présidentielle. Je pense que les promoteurs de cette idée-là sont vraiment à côté de tout. Oui, mais comme ils font feu de tout bois... Puis quand on voit les chefs d'accusation et l'ampleur du procès, l'ampleur des accusations, on sait très bien que c'est ce genre de procès qui devrait durer des mois et des mois sur des enquêtes, sur des recherches. On a des affaires d'une filiale automobile qui est au cœur du procès avec des enjeux. Il y a on parle de dilapidation de deniers publics, de violation de la réglementation des marchés publics, d'abus de fiscale, de trafic etc. d'influence. Il y a des dizaines de personnes, donc ce n'est pas un procès qui, je rappelle que par exemple, où Yahya et Selal sont incarcérés depuis le mois de juin. Le temps de faire une enquête, de faire des recherches, d'aller rencontrer des gens. Enfin, vous savez combien déjà une simple affaire, enfin une simple, il n'y a pas de simple affaire, mais lorsqu'il s'agit d'un meurtre ou malgré que c'est beaucoup plus grave, bien évidemment, mais on sait le temps que ça demande, donc les Algériens... C'est de la poudre aux yeux. C'est de la poudre aux yeux. Alors peut-être juste pour nos téléspectateurs, donner quelques réponses. Alors, Abdelmalek Selal, donc, qui a été ancien Premier ministre, donc lui, il a été interrogé sur notamment son fils, donc Fares Selal, dans le dossier du groupe Mazouz. Donc, je rappelle, un dossier lourd, il s'agirait de blanchissement d'argent, dilapidation et transfert de biens obtenus par des faits de corruption, notamment qui lie son fils, donc Fares Selal, à l'homme d'affaires Mazouz Ahmed, que vous connaissez tous ici, directeur général du groupe ERL-GM. Alors, mon fils avait réussi à décrocher ce partenariat avec Mazouz grâce à son expertise. Il était simplement chargé de la gestion de l'entreprise. Je n'ai ni étudié ni approuvé des dossiers liés au groupe Mazouz, ni de près ni de loin. Le dossier Mazouz a été étudié en 2018. J'avais quitté le gouvernement à ce moment-là. Bien évidemment, une pensée pour Ahmed ou Yahya. Le juge l'interroge sur des sociétés gérées par sa femme, dont vous parliez tout à l'heure d'épouse, et son fils, des comptes bancaires à son nom. Il est question de 30 milliards tout de même, 300 milliards de centimes. Donc, réponse de l'ancien ministre, Ahmed Yahya, il n'y a aucune société au nom de ma femme. Mon fils a monté un projet dans le cadre donc, de la NSEJ, la NSEJ. Je lui ai transféré de l'argent pour l'aider, comme le ferait tout père à l'égard de son fils. Je ne suis pas idiot pour ouvrir un compte dans une banque publique à des fins de blanchissement d'argent. Voilà, il y a d'autres réactions, notamment sur d'autres questions, notamment si elle est importante, celle-là, sur la campagne de Bouteflika. Donc, c'est l'ancien président et son frère qui se chargeaient de cet aspect. Donc, je parle d'Abdelmalek Selal. En affirmant ne pas être au courant que l'homme d'affaires Mazouz, présent dans la salle en tant qu'accusé, avait versé 39 milliards de centimes dans le compte de la campagne. Je termine là-dessus, Djameldine. Très vite, parce que nous avons un direct. Tout le monde savait, à savoir que c'est le frère Saïd qui décidait de tout. Je cite, c'est Saïd Bouteflika qui m'a désigné comme directeur de campagne. Je cite les propos ce matin au procès. Très important, en effet. C'est Saïd qui l'a désigné. C'est ce que dit en tout cas les... c'est l'aile devant la justice. Et nous allons voir quelques images sur Wahran en ce moment. جينا ما جابوناش جايين ما يحكمناش جينا ما جابوناش جايين ما يحكمناش ما كانش انتخابات مع الانصافات ما كانش انتخابات فيا وكاين صالح بالتاولي والدودي Et d'autres images sont en traitement qui nous parviennent d'un peu partout dans le pays. Houssine Jidel. Moi, je pense qu'on a chargé trop la baraque avec ce genre de détails, de mascarade, pour deux raisons. Pour moi, sortir ce problème de corruption
du champ politique vers le champ judiciaire est une astuce de minimiser le dégât. Les dégâts, de faire de la diversion. C'est comme les gens aussi qui ont dit il faut déposer une plainte contre le ministre de l'Intérieur. On n'a pas de justice. Vous allez minimiser le dégât avec ce genre d'acte. Nous n'avons pas de justice indépendante. Et même cautionner la justice comme si elle était une institution qui fonctionnait si elle normalement. donne un verdict en faveur du ministre de l'Intérieur, qu'est-ce que vous allez dire? Ouais. Donc, ils ont chargé trop la baraque. Pourquoi? Parce qu'on a sélectionné des personnes et on a sélectionné des dossiers. Alors qu'il y a des dossiers très importants encore et que les Algériens ne pouvaient jamais imaginer qu'il y a que des responsables algériens ont vendu l'Algérie, son histoire, sa dignité et ses richesses au bouchon de pain. Je cite la corruption, c'est Jamal Din, tu connais mon combat contre la corruption avec Rahmani, etc. Il y a l'affaire Desertec, justement, qui revient, tiens. Oui, depuis 2007. Mais il y a un livre qui va sortir sur Condor, et le ministre Ben Hamadi qui est incarcéré avec ses frères. Mais c'est hallucinant, le bouquin. Avec la complicité des entreprises françaises ici. Et comment la santé des Algériens sont mises en cause, et comment les richesses des Algériens sont données, ce n'est même pas échangé ou partagé, données. Et c'est hallucinant. Donc, sélectionner des trucs comme ça et faire une mascarade, ça n'intéresse pas les Algériens. Parce que les Algériens ne veulent pas de justice, changement de justice. Ils veulent un régime. Il n'y aura jamais une justice dans un régime aussi pourri, aussi disqualifié, dirigé par des militaires, dirigé par l'incompétence, telle qu'on a vu hier avec le ministre de l'Intérieur. Donc, accorder de l'importance à ce genre de procès, pour moi, c'est un événement. Personne ne conteste. Un non-événement. Un non-événement. Personne ne conteste que Sellel, Yahya, etc., ce sont des corrompus, ce sont des malfaiteurs, et ils méritent le châtiment. Mais ce n'est pas par la justice de Gaïd Salah. Par la justice qui a jeté en prison des Algériens en prison et qui ne leur a pas accordé le moindre droit pour se défendre. Donc, moi, c'est la diversion. Ils ont changé trop la baraque et ça va s'écrouler sur eux. Quelque chose à dire? Non, pas particulièrement, mais c'est vrai que cette justice spectacle ne peut en aucun cas faire basculer l'opinion publique vers une espèce d'engouement pour l'élection. C'est inimaginable ce qui se passe. On marche, le pays n'est pas incarné, je veux dire. C'est plus possible. Franchement, c'est plus possible. Il faut vraiment faire quelque chose. De toute manière, il n'y a pas une actualité réelle où vraiment, quelque part, l'Algérie, non, mais le pouvoir algérien ne marche pas sur la tête. On est vraiment dans une cinquième dimension. Ce que vous dites, c'est totalement ça. C'est qu'aujourd'hui, les Algériens, mais bien évidemment, leur argument principal, c'est on n'est pas prêt d'organiser des élections avec ce pouvoir, on n'est pas prêt de faire face à la justice avec une justice qui est dirigée par un pouvoir. Donc effectivement, il faut en parler malheureusement parce que c'est d'actualité. Oui. J'ai lu, les Algériens ne croient plus à ce régime. Il y a longtemps d'ailleurs, il y a très longtemps. Mais regardez la pensée des Algériens où il va. Ils disent mais pourquoi ils n'ont pas instauré la haute cour? Parce qu'ils pensent qu'avec un nouveau président, quelqu'un il peut facilement contester les jugements et les verdicts, puisque c'est contraire à la Constitution. C'est anticonstitutionnel. Et ces gens-là, ils se retrouvent blanchis, ils se retrouvent en liberté. Ils n'ont pas de confiance. Ils n'ont pas de confiance. L'opinion publique est en train de demander où est-ce qu'ils sont passés Saïd Bouteflika, Nasser les Tawfiq. Pourquoi vous les jugez uniquement pour cette histoire de coup d'État contre Gaïd Salah? Pourquoi vous ne vous jugez pas pour des affaires autrement plus graves? Pourquoi vous les passez en justice, tribunal militaire à huis clos, dans une affaire de coup d'État contre le chef d'état-major? Et vous ne nous dites rien sur les prédations énormissimes qu'ils ont commis. Alors, Chabé, nous allons passer au point suivant. Nous devons aller un peu vite. Hein. Oui, on va revenir, on en parlait tout à l'heure rapidement, on va revenir sur le chef d'état-major, son allocution, c'était prononcé donc à l'école des cadets de la nation à Oran, qui lui donc a donné des instructions au personnel de l'armée, mais pas que, des menaces envers le peuple. Alors je ne sais pas si on l'a en image, mais en tout cas, clairement des menaces. Par exemple, nous mettrons en garde
de nouveau la bande et ses relais, voire toute personne tentée de porter atteinte à cette démarche constitutionnelle. Je ne vais pas tout vous citer, mais Oui. ça vaudrait le coup. Mais j'invite vraiment les téléspectateurs à vous rendre sur le net, sur toute la presse, même sur la nôtre, à relire vraiment cette allocution. Afin de garantir, je vais vous dire que celle-là, elle est vraiment importante, afin de garantir la réussite de cet important rendez-vous électoral, j'ai donné des instructions fermes dans ce cadre à l'endroit de tous les personnels de l'Armée nationale populaire et des services de sécurité, afin de faire preuve des plus hauts degrés de vigilance et de prudence, afin d'avorter toute tentative malveillante ou de machination qui attenterait au bon déroulement de cet important événement. Et attention, et d'empêcher quiconque de perturber ce processus électoral de quelque manière que ce soit. Donc là, encore une fois, on a un chef d'état-major qui sécurise, alors qu'on rappelle aux téléspectateurs, et on le sait, que c'est l'Intérieur, c'est le ministère de l'Intérieur qui doit se charger de la sécurité, notamment avec les fonctionnaires de police. On rappelle que l'armée, elle est là pour défendre son pays face à l'ennemi extérieur, et elle n'est pas là pour gérer notamment des élections. Mais ce discours, croyez-moi, qui fait peur, je ne vous lis pas tout, mais vraiment on entend ça, d'empêcher quiconque de perturber le processus électoral de quelque manière que ce soit, ça veut dire quoi? Mais pour vous, messieurs? Il a dit ça plusieurs fois. Écoutez, Mais là, nous sommes à J-8. Ça veut dire quoi, à J-8? Oui, attendez. Oui, je comprends parfaitement. Hussein, je me permets de vous interrompre. Nous allons donner d'abord la parole à Issa Rahmoun, parce qu'il faut faire tourner un peu le... Issa Rahmoun, sur cette déclaration de Ahmed Gaïd Salah qui nous affirme, qui déclare qu'il a fait appel à tous les personnels de l'armée, ça veut dire qu'il a fait appel à l'armée, tout simplement, pour sécuriser les élections, des élections qui sont rejetées par tout le monde et dont tout le monde s'attend à ce qu'il y ait des perturbations, à ce qu'il y ait des problèmes. Donc il va vers la confrontation, rien de moins. Oui, mais permettez-moi, si Jamal, avant de revenir à votre question, permettez-moi de rebondir sur ce que notre ami Idi Wanouran avait dit sur la question de la transition. Pourquoi la transition ou la transformation, la mutation politique, tous ces concepts qui vont dans le même sens en même temps, dérangent le régime en place. Quand on va évoquer la question de la transition, il faut l'imaginer sur plusieurs axes. La transition dans la justice, la transition économique, la transition dans les corps constitués, y compris notre ANP, la transition dans la presse et dans le monde journalistique, la transition dans la législation. Toute cette transformation inquiète effectivement le régime en place, parce qu'on aura une double transition à la fois. Une transition qui peut partir de l'arrêt du processus électoral à l'avènement de Bouteflika en 99, et une autre transition qui est un type d'actualité de l'heure, c'est la transition économique. Et là, les vérités vont être sues par le peuple algérien. Donc, pourquoi ils ont peur de ces mots, de ces concepts? Parce que là, beaucoup de vérités vont éclater au grand jour, et ce qui était dit tout bas par les Algériens va être savoir tout haut par le monde entier et par le peuple algérien. Donc c'est pour cela, effectivement, qu'il ne faut pas prêter attention à ce genre de procès, parce que là, il s'agit d'une pièce théâtrale à des fins politiciennes et à des fins de manipulation. Quant aux déclarations du général-major chef des corps d'armée, le Gaïd Salah, ça ne m'étonne pas, ça ne doit plus nous étonner. Souvenez-vous qu'il avait même donné des instructions pendant la 25e, la 26e marche du peuple algérien, de saisir même les véhicules des Algériens qui venaient de Tizi Ouzou, de Béjaïa, de Bouira, de Boumatesh, de Tipaza, de Blida pour arriver à la capitale. Les véhicules ont été saisis de citoyens placés dans des fourrières, dans des APC à raison de 2000 dinars la nuit. Alors imaginez, pour 10 jours de confiscation de véhicules, ça vous fait 20 000 dinars, ça dépasse le SMIC d'un Algérien. Souvenez-vous qu'il avait donné instruction à la justice, par son discours, de présenter des jeunes qui portaient l'emblème d'un nazir de l'Afrique du Nord devant le procureur et les placer en mandat de dépôt. Donc ça ne nous étonne pas. Ils sont dans une logique jusqu'au boutiste,
Et le peuple algérien veut aller jusqu'au bout de sa volonté à vouloir instaurer un état de droit et passer d'une république de non-droit à une république à un état de droit. Donc il ne faut pas que ça nous étonne, ils sont dans leur démarche, ils sont dans leur logique, ils sont dans le maintien du régime en place. Ils savent ce qu'ils veulent, c'est au peuple algérien de savoir ce qu'il veut réellement. Maître Ramoun, peut-être juste une réaction. C'est vrai qu'on a l'habitude, mais là, il y a tout de même des mots forts. Ça ne vous fait pas peur? On est à J-8. Il dit clairement d'empêcher quiconque de perturber le processus électoral. Je fais une pause et j'insiste réellement sur de quelque manière que ce soit. Et puis... C'est Chaban qui vous pose une question. Oui. La question, oui, c'est Chaban. Je pense, là, ce qu'on est en train de débattre entre nous, le fait de dire que l'élection du 12 n'arrange pas les intérêts du peuple algérien peut s'avérer effectivement pour le chef des corps d'armée et pour le procureur de la République territorialement compétent comme étant une entrave à l'élection. Non mais là, excusez-moi maître, la question précise, on sait de quoi est capable le gouvernement algérien, il y a eu des périodes très difficiles. Est-ce que vous aujourd'hui, ça ne vous fait pas peur quand on entend un chef d'état-major avec le personnage qu'on connaît de dire par exemple « Nous œuvrerons soutenus par notre vaillant peuple à éradiquer la bande et ses relais hypocrites » ou encore une fois empêcher quiconque de perturber de quelque manière que ce soit. Ça ne vous fait pas peur ça le 12 décembre Clairement, est-ce qu'il n'y aura pas des violences sanguines, physiques, des violences réellement dans la rue avec de tels éradiquer? Ce sont des mots assez forts. Est-ce que ça ne vous fait pas peur concrètement pour le 12 décembre? Oui, tout à fait. En étant sage, en étant militant responsable, il faut prendre au sérieux ces déclarations pour la simple raison, et en deux phrases, en deux mots. On connaît la nature du régime algérien, mais on ne connaît pas ses limites. Souvenez-vous qu'un général tout-puissant durant les années 90 avait déclaré qu'on pouvait assassiner 4 millions d'Algériens pour se maintenir au pouvoir. C'est le même régime qui n'a pas changé dans sa nature, dans ses habitudes, dans ses procédés, dans ses textes, dans son personnel. Mais là, il faut que les Algériens qui sont ici en Algérie ou dans l'autre rive de la Méditerranée, dans les pays tels que la France, le Canada, l'Europe en général, et l'opinion internationale. Et sa responsabilité est engagée dans ce genre de déclaration. Parce qu'en fin de compte, on ne peut pas monter une armée populaire qui est l'armée du peuple contre son peuple. Ça, on peut y aller vers probablement qu'ils veulent aller vers l'application parce qu'eux, ils sont dans l'esprit de la Constitution et l'article 107 de la Constitution, on le fait remonter à chaque fois qu'il y a des petites violences qui éclatent par-ci, par-là, très gérables de toute façon, mais ils en font des histoires. C'est pour cela qu'il faut être très très vigilant. Je pense que du 22 février à nos jours, le peuple algérien a déjoué toutes les manœuvres machiavéliques de ce régime pour le faire basculer dans la violence, pour le faire basculer dans la division, pour le faire basculer dans la négation de l'autre, soit dans la violence verbale et dans la violence physique en même temps. Donc il faut être très vigilant et savoir... Et restez avec nous. Aïssa Rahmoun, nous allons regarder quelques images de Steve qui viennent de nous parvenir, puis je donnerai la parole à Hussein Jedel.
كنا خمسة شهداء كنا ما كاش الخوف اللي هنحيا ونموت يا شباب يا كنا خمسة شهداء كنا ما كاش الخوف اللي هنحيا ونموت يا شباب. Hussein? Moi, je suis pas tout à fait, je suis pas d'accord du tout, d'ailleurs, Sûr? avec les craintes. Pourquoi? Pour la simple raison parce que nous sommes en train d'étudier, d'analyser une situation avec une grille de lecture très ancienne. Je dis, Gaïd Saleh ne pourra pas utiliser la violence contre le peuple algérien. Il n'a pas ni les moyens, ni la possibilité de le faire. Ce n'est pas, il ne veut pas. Il ne peut pas. C'est Quoi, il ne différent. fait pas confiance à l'armée? 1, 2, devant des millions. 3, tu peux commencer la violence, tu ne sais jamais comment terminer. 4, il n'a pas l'autorisation de ses protégés étrangers. De Et ses c'est pour ça- protecteurs. Pardon, ses protecteurs étrangers. Il n'a pas. Et ce discours, il est plutôt destiné à ces gens-là. Rassurer ses Tout à fait. partenaires étrangers. Je suis d'accord avec Nous toi. maîtrisons la situation. Les élections vont se faire. On va les organiser. On va les falsifier pour vous donner la preuve qu'on maîtrise la situation et qu'on doit rester au pouvoir. Alors le peuple algérien, qu'est-ce qu'il va dire? Vous ne maîtrisez pas ni la rue, ni les élections, et vous ne pouvez rien faire parce que le peuple algérien il va déjouer, il va empêcher ces élections par tous les moyens pacifiques. Tous les moyens. Mais pour apporter de l'eau à votre moulin, cette fois-ci, ce n'est pas les années 90, il y a les réseaux sociaux, Attendez. il y a la J'arrive, télévision. Ouais. j'arrive. Il ne pourrait pas. S'il y avait la possibilité d'utiliser la violence, il aurait dû utiliser les premiers mois. Pourquoi? En 90, la société algérienne était divisée. Le clivage idéologique, il était là. L'ennemi ou l'adversaire était désigné. Les Occidentaux ne pouvaient que fermer les yeux, il s'agit des islamistes. Mais aujourd'hui, il n'y a ni islamistes, ni berbéristes, ni régionalistes, rien. Ce sont les Algériens, dans leur unité. Et en plus de ça, ce ne sont pas des milliers de personnes ou 1 million, ce sont des millions. Est-ce que vous pouvez utiliser la force contre des millions? Quand il dit qu'on va organiser les élections par tous les mois, est-ce qu'il y a les moyens humains de sécuriser l'Algérie dans toutes les villes et tous les villages? Quand le peuple algérien va se mettre dehors, il va occuper les rues, il va empêcher l'accès aux urnes, il va barrer les routes, il va faire une grève. Qu'est-ce qu'il peut faire Gaïd Saleh? Il a combien de militaires pour ramener le peuple algérien et aller au-delà de la volonté du peuple algérien? C'est pour cela c'est du bluff. En plus de ça, ce gars-là, il l'a dit à plusieurs reprises. Il a menacé, on a ordonné un tuer, empêché, saisissez les camions, etc. Rien n'a été fait. Il va jusqu'au mode opératoire. Oui, il dicte tout, il est dans son monde. Mais je comprends que ce gars-là, il s'est jeté dans le vide, il se suicide, il s'accroche à l'illusion. Illusion, parce qu'il sait bien qu'à partir du 12, c'est fini Gaïd Saleh. Et c'est fini le commandement militaire. Parce que les élections du 12, ce sont les élections de Gaïd Saleh. Sa tête est en jeu. Mais le peuple Ça veut algérien... dire que si les élections n'ont pas lieu ou si elles se passent mal, c'est Gaïd Saleh qui est chassé par ses amis? Écoutez, ils vont, ces gars-là, il y a un scénario, d'ailleurs, de lui porter le chapeau. D'ailleurs, beaucoup, ils ont parlé de ça. Le Point, il est allé dans ce point, il a fait un article, Le Point. Avant ça, Houari Addi, il a dit pourquoi pas. Ce gars-là, il a empêché toute solution pacifique. D'ailleurs, c'est vrai, parce que vous vous rappelez quand Gaïd Ben Saleh il a donné des garanties à Karim Younis comme quoi il va libérer les détenus, il va libérer les médias, Il a fermé la porte. etc. Mais il a dit rien, niet. Donc, ce gars-là, il va porter la responsabilité par ses pairs, parce que ces gens-là se sont unis. Mais le moment venu... Il va être le fusible de l'état-major. Comme disaient les Algériens, Alors une question peut-être pour y dire, est-ce que si demain, je ne sais pas, Tebboune ou Benfis est élu, est-ce que derrière, Gaïd Saleh leur dira peut-être pas, maintenant vous êtes élu, vous avez des millions de gens dans la rue, débrouillez-vous, moi je me mets au repos. C'est le but du jeu.
en fait. C'est Vous justement... pensez qu'il pourrait se retirer, Gaïd Salah? Non, Après non, il va cette se- élection. C'est la question Hussein- qu'il a posée, Chaban. Non, non, c'est pas la question qu'il a Si, posée. si, si. Non, non, il a Moi, dit... je ne parle non, même non, pas de ce Hussein- scénario qui Hussein est a dit invraisemblable. Absolument. Hussein a dit qu'il se place déjà à l'alternative où les élections ne sont pas réalisées, n'aillent pas jusqu'au bout. C'est dans ton... Non, 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 mais Chaban, non, non, je veux savoir. Oui, Pardon. oui, Oui. Di- Ouais, mais dire juste- Chaban a dit, si jamais demain les élections se passent, vous pensez que Gaïd Salah va dire maintenant le président est élu, moi je me retire. Mais le problème, c'est que... Sinon, pourquoi il aurait organisé ces élections alors? Le but du jeu Ça sera au d'état-major... président de gérer Non, non. ces millions de gens dans la rue. D'abord, il l'a dit, d'ailleurs. il faut remettre le périmètre. Si Gaïd Salah tenait à ces élections, parce qu'il ne peut pas être aussi sourd et malentendant et aussi aveugle et non-voyant de ce qui se passe dans le pays. Il y a des services de sécurité qui travaillent, il a la remontée, il a faut même pas plaisanter, je veux dire, il a ses spin doctors. Il y tient tout de même. Son souci, c'est quoi? Avoir une façade. Suite, oui. Avoir une Avoir façade. Avoir une façade civile. Évidemment, Et c'est ça ce pourquoi? que cherche Parce C'est que, un peu raté non, non, maintenant, excusez-moi, c'est un peu raté. là, si on pouvait s'entendre 2 secondes. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 9 mois? Nous avons été tous ici présents à faire l'exégèse des discours et des lettres de Gaïd Salah. La rue marche le vendredi et les étudiants le mardi. Nous, on essaye de lire le Jeish, on essaye d'interpréter les propos de M. Gaïd Salah. L'armée ne peut pas rester comme ça au long cours dans une tension permanente. J'ai même dit, moi, ici, à force que la parole de Gaïd Salah, si c'est une parole singulière, il met en jeu la cohésion de l'état-major. Ce que... Amrouche, il a dit, oui, plus clairement. peut-être. Mais c'est Habrouche. Oui. Il connaît bien les arcanes du système. Exactement. Monsieur Gaïd Salah, il ne peut plus rester face au peuple, parce que c'est lui qui parle. Là, actuellement, dans tous ses propos, en disant qu'il y a des forces tropiques derrière le peuple algérien, c'est le parti de la France, c'est ci, c'est ça. Mais ça, il ne peut pas tenir. Il peut pas tenir. C'est plus possible. Donc, ils ont besoin d'une façade C'est ce que je vous civile. dis. Si Moi, je président dis, était et là, élu, se j'ai retire, un il est au différent repos. avec Hussein. Non. J'ai un- Lui, il a besoin d'une façade. Il n'a pas Il a besoin, besoin de d'une façade. laisser le pouvoir. Par contre, là, on parle de Gaïd Salah. D'abord, il usurpe des fonctions. Il n'est ni chef d'État, ni ministre de Moi, j'aime bien l'Intérieur. utiliser le mot commandement militaire, il n'est Oui, pas oui. seul. Oui, non, il y a tout à fait. 50-60 Absolument. généraux qui ont la même mise sur l'Algérie. Moi, je dis que c'est M. Gaïd Salah et son bureau politique. Voilà comment je l'ai nommé. Mais Edir, moi, la question que je voulais vous Bureau poser... politique ou la police bureau Edir, la Oui. question que je voulais vous poser. Ce que dit Hussein, Oui. il dit non, ce n'est pas possible, ils ne vont pas pouvoir recourir à la force de l'armée contre le peuple, pour les raisons qu'il nous a données. Et vous-même, qu'est-ce que vous en On pensez? l'espère. Hein. Moi, je pense, je suis de l'avis de Hussein, là, parce qu'ils ne peuvent plus... Vous savez, l'Algérie a vécu des drames. Elle a vécu des drames en 63, Hussein peut en parler. Elle a vécu... il ne faut pas oublier aussi que le règlement des conflits politiques s'est fait toujours par de manière violente. Des assassinats politiques, ça va de Aben, à Khmisti, à Boudiaf, à Chabani, à... La matrice dont est issue l'armée, et c'est ça le problème, c'est la matrice, c'est-à-dire le proto-État en tant qu'Algérien, ça a été l'armée, ça n'a pas été... Regardez le coup d'État violent qu'il y a eu contre le GPR à Tripoli. Regardez l'anti-Soumam au Caire en 57. C'est tout ça qu'il faut ramasser pour essayer d'avoir une vue d'ensemble. Peu importe, on revient à ce qui nous... Moi, je ne pense pas que l'État-major ait la latitude aujourd'hui de tirer sur le peuple. Ça, ce n'est plus possible. Non, moi, je veux dire, bon, j'ajoute juste 2 points. Oui, Je m'excuse. puis nous passerons l'image Oui, de Gisèle. juste Oui. 2 points. Ah, DJ, on l'a Oui. On va la passer, oui. Non, Grâce à juste- Hussein, d'ailleurs. Grâce à Oui, Hussein. non. Merci, J'ai Hussein. deux points. J'ai deux points seulement. Premièrement, c'est pas, ils ne peuvent pas, et c'est très risqué. Un glissement en Algérie, ça veut dire c'est un changement dans la région. Ça veut dire des millions d'immigrés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la pagaille. 1, 2. Moi, dites-moi pour les urnes. Dans l'absolu, oui. Mais moi, dites-moi, comment ils vont remplir les urnes? Comment? Ils n'ont pas pu rassembler 1000 personnes pour défendre les élections à Alger. Ils ne vont avec pas tous les remplir moyens. les urnes. Non, non, Ils ne vont pas remplir. Comment Smahli, s'appelle la monsieur. Constitution? Elle a dit même s'il y a 5%, même s'il y a Même pas, 2%. ils sont où les 5%? Ils n'ont même pas. Ils pu ont les obtenir- militaires qui vont voter deux attendez, fois, attendez, ils ont- attendez, Elles n'ont jamais été attendez, remplies, les urnes attendez, en Algérie, on attendez. sait très bien. Devant le 12, le peuple algérien sera dans la rue. Il n'y aura aucun accès possible Non, vous aux êtes urnes. optimiste, Sauf, là. Non. ils vont faire une image à Hydra, dans un petit bureau à Hydra, où il y a 1000 policiers pour 50 personnes. Mais ça, ils le Mais c'est font. Hussein,
ce n'est pas des élections qu'ils vont faire. Hussein, ça, on est d'accord. Hussein, c'est la finalité. Parce que ce que tu oublies peut-être, c'est sûr qu'il y aura, je l'ai dit tout à l'heure, certains territoires vont résister, d'autres avec d'autres moyens de lutte, ils vont essayer d'empêcher. Mais pourvu qu'il n'y ait pas d'incident, pourvu qu'il n'y ait pas de vie humaine en jeu, le problème est là. Donc de manière pacifique. Mais quelle va être la réponse? Moi, je ne pense pas que l'armée va tirer cette fois-ci. Là, je suis entièrement d'accord avec toi. Ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est que il faut aller. Moi, je pense qu'ils vont valider le scrutin. Vous savez, les corps constitués, c'est 1 350 400 000. Ils ont bien 100 000, 200 000 de clientèle. Ça fait à peu près de l'ordre de 10, 12, 13% du corps électoral. Il faut le remettre ça en perspective et ne pas être dans un espèce de fantasme. Les corps constitués. Regardez M. Gaït Salah, ce qu'il a dit. Le corps constitué ne dépasse pas les 1,2 million. C'est ce que je dis. Oui, mais attendez. Alors, nous allons voir le live de Non, mais c'est pas Gigel possible. et puis nous reprendrons la discussion. Il ne reste plus de temps, malheureusement. Alors, le Gigel. شوي سلام شوي سلام Alors, avant que Chaban nous donne le dernier sujet, Oui, ce que je voulais dire avant que Hussein n'intervienne, c'est qu'on oublie de dire qu'après ces élections, parce que moi je suis intimement convaincu que le processus va aller à son terme. Ça ne veut pas dire que ça va se faire dans le calme ou ça va se faire de manière au son du clairon, mais est-ce qu'on a évalué ou envisagé d'abord l'attitude des chancelleries, la France et l'Europe, les États-Unis, la Chine et même la Russie? Si elles valident les élections, c'est une question qu'il faut se poser. Après le 12. Mais évidemment, évidemment. Le souci, c'est quoi? C'est qu'après le 12, pour moi, c'est là où le Hirak va se cristalliser, c'est là où les hommes politiques vont venir, c'est là où le Hirak va sécréter ses propres compétences, et c'est là où on pourra tous appeler à une dissidence citoyenne, on pourra appeler à une désobéissance civile bien menée, bien organisée, et qui fera probablement, il me semble, qui fera date dans les luttes pour l'humanité. Je parle sous le contrôle de Hussein, anthropologue. Oui, mais la désobéissance civile, moi j'appelle à la désobéissance civile avant le 12, pas après. Et les avis de la Russie et les chancelleries n'ont aucune importance pour moi. C'est le peuple algérien qui décide. Okay. On est d'accord. Oui, attendez. Oui, je suis mais dans la forme. Très vite, parce qu'il ne reste plus de temps et on a un sujet important à aborder. Mais moi, c'est avant le 12 la désobéissance civile. Tous les moyens pacifiques doivent être utilisés pour empêcher. Et ça va continuer. Même si on empêche les élections, on restera dans la rue pour y aller vers une transition et aller pour édifier. On dit la même chose. Alors, nous allons arriver au dernier sujet parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps et je vais vous demander de commenter très vite les uns et les autres. Chaban, quel est le dernier sujet? Le dernier, on y est de manière. Ce qu'il faut surtout souhaiter, on connaît, nous les Algériens, on est fiers, on a envie de notre pays. Aujourd'hui, les Algériens sont algériennes, les familles sont tous les jours dans la rue. On est mercredi, on n'est pas vendredi, on n'est pas mardi. Donc croyez-moi qu'ils sont. Donc là-dessus, c'est vraiment un élément important. Mais pour le jeudi 12, il faut vraiment, je reste optimiste comme vous, même si je suis persuadé que l'élection aura lieu. Mais on sait très bien que ça peut vite dégénérer. Donc il faut certainement qu'il n'y ait pas d'incident, de violence ni de perte. Moi, la question que j'ai envie de vous poser, ça c'est la dernière thématique. On est dans la rue maintenant depuis 9 mois. Le gouvernement prend le Hirak comme il doit le prendre. Pour lui, c'est une fête populaire. Enfin, en tout cas, il est totalement absent. Il est totalement aveugle avec ces millions de gens. Selon vous, réellement, comment, après l'élection du président, s'il y a élection, d'accord, on est d'accord, comment le Hirak pourrait se réapproprier réellement le pays, ou faut-il attendre 6 ans et attendre une nouvelle élection? 5 ans. 5 ans. Alors la question est claire. Qu'est-ce qui va se passer après le 12, si tant est que ces élections puissent passer? Au-delà qu'on soit dans la rue encore, s'il vous plaît. Au-delà. Et je vous demanderai d'être assez bref. D'abord, nous allons demander d'abord l'avis de Aïssa Rahmouni. Aïssa Rahmouni,
Ah, nous l'avons perdu, malheureusement, je suis désolé. Alors? Pour moi, les véritables enjeux se situent après le 12. Ça ne peut pas être autrement. Nous étions dans une forme de résistance dans le Hirak. Il y a eu quelques résistances dynamiques. Ça a commencé en Kabylie. Je vois à Djidjel, je vois les gens appellent à déjà sensibiliser pour que les gens ne puissent pas aller voter. Il y en a qui ferment les bureaux de Daïra, il y en a qui cassent des urnes. On est dans le symbole. Oui. Mais le jour du vote, il y aura sûrement, ils vont grader un petit peu, en espérant qu'il n'y ait pas de violence, de part et d'autre d'ailleurs. Hein. Ce qu'il y a, c'est que le 12 et le 13 au matin, il y aura des messages de félicitations au nouveau président. C'est pas évident. Si tant est que les élections passent. Oui, non, moi je suis intimement convaincu qu'elles vont avoir lieu, sauf événement exceptionnel. C'est un point de bascule au niveau de l'état-major. Vous pensez que Macron fera des félicitations? Moi, je pense qu'à partir du moment, il y aura les États-Unis, la France, l'Europe, la Chine, etc. Les grandes puissances, quoi. Les grandes puissances, la Grande-Bretagne, évidemment. Un pays démocratique comme la France va se mouiller en disant. Mais il n'y a pas que la France. Non, mais excusez-moi, monsieur. C'est pour aller vite dans le débat. C'est-à-dire que, oui, bien sûr. La chancelière allemande, mais ce sont des pays démocratiques. Est-ce que vous pensez que si le président algérien il est élu avec 1% dans des conditions comme ça, que le président Macron ou Angela Merkel va dire ah ben bravo. Non, il peut y avoir, pardon. Je vous demande d'aller vite. Là, c'est difficile de pouvoir s'exprimer parce qu'il y a des trop Pour ne pas y aller voir la France, je vous rappelle que la France, la France, elle nomme les présidents, etc. Et je vous rappelle ce qui s'est passé le deuxième mandat avec Abdou Diouf, quand il a été battu au Sénégal, et l'armée française elle a ramené les urnes à Paris et a déclaré à Paris Abdou Diouf vainqueur. Donc, tout à fait. Et donc, là-bas, c'est France-Afrique avec nous, c'est autre chose. La France n'est pas, elle est démocratique avec son peuple, elle n'est pas démocratique avec les autres. Il faut bien dire. C'est la vérité. Mais moi, je veux dire par là, les chancelleries, etc. Ils vont. Le 12, il n'y aura pas de vote, mais on restera dans la désobéissance civile s'ils vont désigner le président, pas élire, désigner le président. Au-delà des formes. On restera dans la désobéissance civile, pas civique totale, pour annuler cette mascarade et aller obliger le commandement militaire de lâcher et d'y aller vers une transition. Il n'y a pas d'autre. Dernier mot revient à Idir. Voilà, et c'est-à-dire qu'il y a tellement de choses à dire à propos de l'ingérence ou la fameuse ingérence, le pouvoir actuel, le pouvoir mafieux actuel qui régit le pays, ont tout confondu sur la déclaration du Parlement européen, qui n'est pas une déclaration contraignante. Elle n'a aucune influence sur le Conseil de l'Europe ou sur la Commission. L'idéal aurait été qu'on puisse rassembler les sociétés civiles d'abord, pour ensuite que les sociétés civiles puissent influer sur leur gouvernement respectif afin qu'ils infléchissent un peu leur logique d'intérêt, leur logique d'État. Mais il faudrait que les partis politiques s'impliquent un peu plus. Il faut que les personnalités politiques sortent du bois. Il y va de l'avenir du pays. Maintenant, chacun doit choisir son camp. Je rappelle notre ami Kassi que la dernière déclaration de Macron à propos du Liban, il dit à Aoun, où vous remettez le Hariri, où vous aurez un gouvernement militaire. C'est clair, la position de Merci Hussein Jidel, merci Idir Nouren, merci Chaban Kassi, merci Aïssa Rahmoun, désolé de vous avoir perdu. Merci à vous, chers amis, de nous avoir suivis. Comme d'habitude, et nous approchons maintenant de l'échéance fatidique, nous sommes à J-8, demain sera J-7. Et les Algériens commencent à sortir maintenant tous les jours. Il y a une menace de grève générale qui pèse sur le pays. Nous attendons la décision du Hirak. En attendant, il faut que ça continue à bien se passer, sans aucune violence. Selmiya est notre meilleure arme. C'est la seule arme qui puisse nous mener vers l'issue heureuse. Et la meilleure preuve de ce que je suis en train de dire est la réaction désespérée, la réaction de détresse du ministre de l'Intérieur, qui en est arrivé à tenir un langage de voyou à l'endroit de tout un peuple qui est dans la rue et qui réclame le retour à la dignité, à la souveraineté, à la République. Et il y a aussi cet autre aspect de ce fameux merveilleux mouvement citoyen qui est Khawa Khawa. Nous sommes tous les Algériens, nous sommes tous soudés vers un même objectif et nous resterons unis quoi que ce régime fasse pour nous diviser. Merci beaucoup. Khawa la khair.